auditeurs, nous sommes à notre deuxième émission de la JBS Web Channel TV. Et aujourd'hui, nous avons encore des invités de marque, notamment nous avons ici un intervenant qui est venu nous donner cours, qui est Monsieur Reinhard Vincent, qui a une formation dans les... Il va se présenter et nous dire un peu quelles sont ses compétences avant d'entrer dans le vif du sujet. Et nous avons aussi notre directeur Léo Kamba qui va aussi intervenir durant cette deuxième émission. Monsieur Vincent Reinhard, dites-nous un peu votre parcours et vos compétences. Bonjour, merci de m'avoir invité. Moi, j'ai 38 ans en fait, je suis à la fois pasteur et puis j'ai développé une entreprise où il y a maintenant une vingtaine de collaborateurs dans le domaine de la finance. Donc il y a 4 gros départements, tout ce qui concerne le crédit d'investissement ou le crédit hypothécaire, toute la réflexion successorale, le domaine fiscal et puis les assurances en fait, qui est d'ailleurs un des points que j'ai abordé aujourd'hui. Voilà. Très bien, merci. Nous allons commencer par notre première question. Selon vous, pour quelles raisons est-il important de comprendre les banques, du moins au niveau basique, pour des futurs entrepreneurs chrétiens dans le cas présent? Il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas se financer autrement que par les banques, même si il y a du crowdfunding qui est en train de se développer ou des solutions alternatives, mais les banques restent des acteurs plutôt, même s'il y a beaucoup d'actionnaires dans les banques, mais des acteurs financiers majeurs dans le monde. Et je pense qu'il faut quand même bien saisir comment elles fonctionnent, quelles sont leurs priorités, leur rentabilité pour correspondre au mieux à leurs exigences et respecter les critères d'acceptation pour obtenir des crédits ou des investissements. En fait. Voilà. Donc en fait, il y a des bases à avoir lorsqu'on fait cette demande de financement auprès d'une banque. Vous pouvez nous dire, selon les cours que nous avons reçus, 2-3 points de base pour pouvoir, on va dire en quelque sorte, que notre demande soit acceptée. Alors c'est sûr qu'en tant qu'indépendant ou chef d'entreprise, le bilan chiffré et détaillé est important. Donc il faut bien comprendre qu'arriver dans une banque et demander un crédit d'investissement sans réellement avoir de bénéfices dans une entreprise parce que quelqu'un vous a dit qu'il fallait mieux dépenser votre argent pour payer le moins d'impôts possible, je pense que c'est une très mauvaise chose. Donc, il faut vraiment pouvoir avec des bilans solides qui montrent une activité florissante et c'est dans ce cadre-là qu'un crédit est beaucoup plus facile à obtenir. Alors bien sûr, il y a aussi la qualité de la personne, l'expérience professionnelle, l'épargne personnelle ou le fait d'être propriétaire permet bien évidemment de donner un peu plus de garantie à la banque. Donc, ce sont les mêmes normes, on va dire, pour un jeune entrepreneur qui souhaite faire donc une demande à la banque. Ce sont les mêmes critères, donc de l'épargne, de garantie, etc. Oui, alors la seule différence, c'est que lorsqu'on est un jeune entrepreneur ou un plus ancien, c'est que le plus ancien va pouvoir se reposer sur plusieurs années bilantaires. Et donc de montrer à la banque qu'il y a une progression dans son chiffre d'affaires, une maîtrise au niveau commercial, etc. Tandis que le nouvel entrepreneur, il est souvent sans bilan et donc sans un historique financier important. Donc c'est à lui de montrer personnellement qu'il a les moyens en termes de garantie de satisfaire la demande de la banque. Donc le deuxième point, vous aviez donc insisté donc sur les clauses du pacte d'actionnaires. Vous êtes, je dirais, appesanti sur ce point, donc nous disant qu'il était important de pouvoir bien négocier donc, ces clauses avant le partenariat, avant l'association,
avec des partenaires d'entreprise. Et donc, pour vous, cela est important pour quelles raisons? On s'associe avec un chrétien ou un non-chrétien, on reste que des êtres humains avec plein de défauts, tout simplement. Et donc, avant de s'associer, il y a lieu de mettre sur papier l'ensemble de la négociation qui a été réalisée entre les deux partenaires ou les multiples partenaires, afin de prévenir tous les problèmes ou les risques qui pourraient mettre à mal le développement de la société. Et donc, on va bien sûr retrouver des clauses. Voilà, si quelqu'un vient décéder, qu'est-ce qui se passe avec les héritiers? Est-ce qu'il y a un des actionnaires peut rajouter de l'argent dans la société de façon unilatérale, mais qui va mettre à mal le pourcentage d'actions que détiennent les autres actionnaires? Enfin voilà, il y a une série de points qui sont vraiment excessivement importants. Et dans ce cadre-là, je pense que même entre chrétiens, il y a lieu de se faire assister par un avocat pour que l'ensemble soit bien corresponde à la légalité du pays dans lequel on se trouve. Justement, directeur Léon Kamba, vous qui êtes avocat, justement dans les clauses de pacte d'actionnaire, l'intervention d'un avocat, en quelques mots, comment va-t-il intervenir dans ces clauses? Dans ces clauses, il pourra intervenir justement pour permettre à ce que les clauses soient bien écrites. Vous savez, le but d'un avocat, c'est permettre à ce qu'il y ait une interaction, une bonne interprétation des intentions de parties. Sinon, s'il y a une clause qui est mal déjà rédigée, déjà au niveau du conflit, le but de l'avocat, c'est de prévenir les conflits à venir. Ce n'est pas parce qu'on fait les affaires, on s'est marié, qu'on est pendant les wedding ceremonies et que demain ou après-demain, on n'aura pas de conflit ou avoir des divorces. Donc, le but de l'avocat, dans ce cas-là, c'est analyser les intentions des parties et pouvoir couler la clause selon leurs vraiment intentions pour éviter les conflits à venir. Donc, l'avocat va essayer à ce que ça soit du win-win pour tout le monde. Non, ça doit être du win-win d'abord pour l'avocat est là pour son propre client. Il ne va pas intervenir pour la partie adverse, il va travailler surtout plus pour son client, de façon à ce que le client soit satisfait. Mais quand tu as l'autre partie se fera aussi accompagner de son avocat. Donc l'avocat ne sera pas là pour écrire la clause et pour l'autre partie. Et non, il doit conseiller son client de manière à ce qu'il tire profit vraiment de ses pas. Donc c'est ce que en fait vous conseillez à tout entrepreneur ou jeune entrepreneur lorsqu'il y a des clauses de pacte d'actionnaire qui doit être constitué, de se faire accompagner. Et je crois que même il ne pourrait pas. Même il ne pourrait pas, parce que tu ne peux pas dire à un médecin, à une personne qui n'a pas fait la médecine, de faire elle-même une prescription médicale ou de s'injecter elle-même un produit. Donc c'est tout à fait aberrant. Donc il faudra que les spécialistes de la matière puissent s'investir là-dedans pour pouvoir aider les clients. Mais si les gens, vous savez, les gens sont libres de faire ces nouvelles, c'est bien de le faire, mais à la longue, on verra au moment du conflit, la personne qui serait mal prise pourra payer beaucoup d'indemnités pour rien. Donc il faut prévenir que guérir. C'est ça, d'accord. Et donc ici dans la clause du pacte d'actionnaire, on pense directement à un actionnaire en termes d'investissement monétaire. C'est uniquement ça? Alors non, il y a bien sûr un actionnaire peut obtenir une participation dans la société par son intervention financière, mais ça peut être aussi tout simplement une question de savoir-faire ou de réseau de clients. Donc il y a une multitude, et il y a bien d'autres exemples encore, mais une multitude de possibilités qui permettent à chacun de rentrer dans une association et donc d'être associé dans une société. Il y a même encore la personne qui hérite va rentrer de facto en tant qu'associé dans une société par ses actions. Alors c'est sûr que malgré elle, oui, parce que j'imagine qu'elle aurait préféré que la personne ne décède pas. Alors c'est sûr que si vous êtes vous récupérez des actions de Proximus ou de Total, etc., il n'y aura absolument aucun impact, vous ne signerez aucun impact d'actionnaire parce que
vous êtes tellement dilué, il y a tellement d'actionnaires, ça n'a aucune importance. Mais lorsque c'est une société familiale ou une société non cotée, oui, là, il y a parfois lieu de faire très très attention et donc de connaître à l'avance aussi le pacte d'actionnaires qui a été signé pour connaître exactement à quelle sauce on va être mangé, tout simplement. Et sécuriser un peu Voilà. l'apport de tout le monde. Voilà, tout à fait. Donc le troisième point, le troisième volet qu'on a vu, c'est les assurances qui sont légalement obligatoires. Et donc au niveau des assurances, vous pouvez nous dire en fait les assurances les plus importantes en tant qu'entrepreneur à avoir, à posséder. Alors, je vais répondre et pas répondre à votre question en même temps, parce que ça dépend des pays. Ça va être diffusé sur Internet, et donc il y a pas mal de gens qui vont nous regarder, mais pas nécessairement, ces personnes n'habitent pas en Belgique. Je pense que, très clairement, à l'instar d'ailleurs de ce qu'on a dit par rapport au pacte d'actionnaires et à l'intervention d'un avocat, je pense qu'au niveau des assurances, elles sont parfois obligatoires ou parfois non obligatoires en fonction des pays. Je pense qu'il faut vraiment se faire accompagner par un spécialiste de l'assurance pour avoir la certitude que l'ensemble de l'activité professionnelle soit couverte, tant en personne physique que éventuellement dans le chef de la société, en fait. À la fois pour les travailleurs, pour les dirigeants et aussi pour les clients. Donc ça, je pense que appuyer sur l'une ou l'autre, là maintenant, ça n'aurait pas, je pense, pas beaucoup de sens. Mais par contre, j'encourage vraiment tout le monde à faire un check-up de son portefeuille d'assurance relativement souvent pour s'assurer que les lois qui ont pu changer ou un changement professionnel ne mettent pas à mal en fait la sécurité du patrimoine et des personnes physiques en fait. Et que tout le monde soit bien couvert tout simplement. Et lorsqu'il y a, je dirais, défaut d'assurance qui n'a pas été couverte ou honorée, on peut parler de cessation, on parle aussi de dettes à couvrir ou non, ce qu'il faut connaître là, c'est juste le problème de la réparation des dégâts. C'est-à-dire on est en train de prévenir un accident. Généralement, il y a certains assureurs qui font une année, il n'y a pas d'accident, il n'y a rien. Donc, ils tirent franchement profit. Mais ce qu'on est en train de voir dans les assurances, c'est prévenir un cas accidentel dans la vie future. Alors, si on n'a pas mis sur pied le mécanisme de dédommagement, on va retourner dans une situation où soit la personne qui a subi des dommages puisse être dédommagée rapidement. Donc maintenant, c'est la raison pour laquelle nous avons ces maisons d'assurance pour pouvoir régler immédiatement la situation. Mais il faut savoir que dans les assurances, il n'y a pas toujours un dédommagement intégral. L'assureur n'est pas aussi n'importe qui pour pouvoir directement faire une intervention. Il doit analyser les dossiers pour voir mais l'erreur est commise, comment la faute a été commise, dans quelles circonstances. Et si ça ne rentre pas dans la couverture, dans les contrats d'assurance, bien entendu, donc l'assureur ne pourra même pas faire quoi que ce soit. Donc il faudra que la personne qui signe le contrat, ce genre de contrat, puisse comprendre d'abord mieux le champ d'application de son assurance. À partir de ce moment-là, il sait bien que si j'ai commis un cas qui cause préjudice à autrui, je pense que ça sera couvert par mon assureur. Donc c'est la raison pour laquelle on a les assurances. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut prendre comme étant une garantie, généralement quelconque, parce que les chrétiens te diront mais mon assureur c'est Jesus Christ et vos assurances là, moi je compte pas sur ça, ils ne s'assurent pas. Et demain, après le lendemain, il se retrouve dans la situation où il doit avoir le bon d'assurance. Donc Dieu n'a pas interdit à une personne d'obéir aux lois, aux structures que les États ont établies. Donc il appartiendra à chaque entrepreneur, à chaque personne de pouvoir savoir quel type d'assurance elle a besoin pour prévenir le dégât qui pourra intervenir dans un futur proche ou peut-être pas. C'est ça. Voilà.
donc on a vu donc 3 volets qui est pourquoi plutôt les bases pour pouvoir présenter notre dossier ou faire une demande de financement. On a vu les clauses de pacte d'actionnaire et les assurances légales obligatoires. Maintenant, la question pour un entrepreneur, est-ce qu'il va être tout le temps là-dedans? Est-ce qu'il va passer son temps que sur ces points-là? Est-ce qu'il pourra aussi être actif et, par exemple, peut-être faire gérer ces choses-là? Est-ce qu'il va toujours être là-dedans Alors ça, c'est le gros défi de l'entrepreneur, en fait. C'est qu'il va devoir conjuguer beaucoup d'efforts et maîtriser pas mal de paramètres. Alors, bien évidemment, avant tout, c'est de faire fonctionner sa société. Donc, c'est au niveau commercial ou au niveau technique, c'est de pouvoir être performant. Mais en même temps, c'est vrai que les points qu'on a abordés aujourd'hui, il doit les maîtriser d'une certaine façon. Même si, en effet, il a plutôt intérêt à se servir de personnes compétentes dans ces différentes matières et s'appuyer sur elles, mais c'est lui qui garde toujours, le dernier mot sur toutes les décisions, et deux, c'est lui qui est responsable. Si son comptable, son avocat, son courtier en assurance fait des bêtises, ça reste toujours lui qui est en première ligne. Et pour la sérénité de son entreprise, en tout cas les perspectives à long terme, il doit maîtriser l'ensemble de ces paramètres. Donc, être chef d'entreprise, c'est en effet c'est la grosse différence entre un employé qui, lui, en fait, a son métier qui est défini par son contrat et en fin de journée, c'est terminé. Parfois, la journée peut être longue, mais en tout cas, en fin de journée, c'est terminé. Tandis que le chef d'entreprise, il y a l'ensemble des paramètres fiscaux, légaux, juridiques et bien d'autres qui interviennent encore bien au-delà de simplement, bien au-delà de son travail qui est rémunérateur. En fait. Très bien. Donc, si je me permets une question un peu plus personnelle, comment vous mariez donc votre vocation pastorale et votre vie professionnelle en tant qu'indépendant? Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot par rapport à cette combinaison? Alors, la première chose, c'est que je ne mélange absolument pas les deux. Donc, je suis bien pasteur à l'église, je suis bien chef d'entreprise à l'extérieur de l'église. Donc, en aucune façon, ça doit intervenir entre les deux, parce que là, je pense qu'il va y avoir de problèmes. Et aussi pour une question de crédibilité. Voilà, je pense que l'entreprise ne doit pas rentrer dans l'église, mais par contre, l'entreprise à l'extérieur peut apporter par son bénéfice, par ses gains, eh bien, de quoi apporter un financement à l'église ou de l'expérience ou des conseils à des chrétiens. Ça, voilà. Mais je pense que pas besoin, hors de question de vendre des produits de mon entreprise dans l'église. Ça, pour moi, c'est pas possible. Par contre, après, en termes de temps, je pense que chaque être humain a une capacité de gérer son temps et de pouvoir faire plus ou moins certaines choses en même temps. Alors on dit souvent que les femmes sont très très douées pour faire plusieurs choses en même temps, les hommes pas. J'ai peut-être une part de féminité un peu plus importante, mais donc voilà, je pense que j'arrive à pouvoir gérer à la fois mon rôle de pasteur. En même temps, on n'est pas seul dans une église en tant que pasteur, il y a des anciens, il y a des diacres, enfin voilà, il y a toute une équipe, le pasteur n'est pas la personne qui fait tout. De gérer également mon job de chef d'entreprise, et puis avant toute chose aussi, c'est mon travail en tant qu'époux, même si c'est tout à fait un travail, mais en tant qu'époux et père de famille, c'est aussi encore une partie importante de ma vie, sans laquelle je pense que, en tout cas, la partie business n'aurait aucun sens si je ne passe pas du temps avec mon épouse et mes enfants. En fait. C'est ça. Donc, dernière question avant que je termine avec Monsieur le directeur. Voilà, vous êtes venu donner cours ici à la Joseph Business School. Pouvez-vous en toucher un mot sur cette formule et comment vous pouvez donc encourager d'autres personnes à pouvoir suivre ces cours à la Joseph Business School? Ok, voilà, en fait, il y a quelques mois, j'ai rencontré Monsieur le directeur. On a pris un verre ensemble, on a discuté tranquillement, et c'est vrai qu'en fait, dans le monde protestant belge, en fait, il n'existe, je suis même pas sûr qu'il existe, en fait, enfin, je vais pas tout répertorier, mais il y a très très peu de possibilités de pouvoir à la fois combiner
une réflexion chrétienne et en même temps une réflexion liée à l'économie et au business en fait. Souvent on parle dans nos églises très très mal de l'argent, soit on n'en parle pas, soit on en parle mal, souvent. Et je pense qu'en effet c'est assez sain de pouvoir sortir de l'église tout en étant dans un cadre chrétien et pouvoir discuter de choses qui font la vie de pas mal d'entrepreneurs, c'est-à-dire des soucis, d'une remise en question, des débats d'ordre éthique ou moraux, etc. Donc je pense qu'en effet c'est un lieu qui est idéal pour parler de tout ça et d'aborder ces questions qui ne concernent pas tout le monde dans une église en fait. Donc voilà, donc je pense que oui, en effet, c'est un enrichissement pour tout le monde de pouvoir venir ici en fait. Je vous remercie, Monsieur Avec plaisir. Pour votre intervention. Monsieur le directeur, maintenant, c'est la deuxième émission. Les prochaines émissions, donc vous allez encore nous allons les présenter ensemble. Et quel est l'intérêt justement de présenter ces émissions quotidiennes ici à la Joseph Business School? L'intérêt est vraiment remarquable, comme l'a dit Monsieur Vincent. Donc, vous voyez, dans la communauté francophone chrétienne, c'est rare qu'on parle de l'argent. L'argent, c'est comme, je dirais, tabou. Dans certaines églises, en parlent, mais la majorité aime les enfants qui grandissent. Et je vais ouvrir la parenthèse, j'étais un peu touché sur les réseaux sociaux de voir une jeune fille poster un commentaire en disant, elle a posé une question, il disait est-ce qu'il est possible, normal, d'être à la fois chrétien et millionnaire, d'être chrétien et riche en d'autres termes. C'est comme si vraiment cette question concernait pratiquement l'école. Donc c'était à l'école, j'ai vite compris qu'il n'y a pas vraiment d'information, que l'argent n'est pas mauvais. Dieu n'a jamais dit que l'argent est mauvais. L'argent devient mauvais quand il est dans les mains des méchants. Quand on utilise l'argent pour développer l'antichrist, faire tout ce qui n'est pas de business God's way, faire les affaires à la manière de Dieu. Donc à ce moment-là, l'argent devient très dangereux pour les personnes qui tiennent cet argent en main. Mais que dire d'un chrétien? D'abord, le président même, le fondateur de Joseph Business School, c'est un multimillionnaire. Et il utilise son jet privé, l'argent qu'il a, pour avancer les routes de Dieu. Aller en Afrique, dans les fins fonds, avec son jet toujours privé, comme moyen de transport, pour pouvoir vraiment gagner les âmes, équiper les entrepreneurs et vraiment ouvrir aussi cette formule Joseph Business School. On a maintenant 23 écoles éparpillées partout dans le monde. Donc pour pouvoir, au lieu d'éradiquer la pauvreté en donnant un poisson, donc Joseph Business School vient éradiquer la pauvreté en vous enseignant les richesses. Comment vous pouvez travailler pour faire profit, surtout à travers les hommes et les femmes chrétiens qui ont l'appel dans les affaires. Donc, c'est la raison pour laquelle l'école est interpellée, d'abord en faisant l'analyse du marché ici à Bruxelles, en Europe, en côtoyant les milieux chrétiens, on se rend compte qu'il y a vraiment un véritable vide où on ne parle pas d'argent. Donc, c'est l'unique école où on parle de l'argent de septembre en juillet, donc on parle que de l'argent, comment aider les gens à écrire leur business plan. Pas tout le monde, on ne dit pas qu'on prend toute l'église, mais on ne prend que des chrétiens qui ont la vocation entrepreneuriale. C'est ce qu'on fait ici à l'école, même quand les étudiants viennent, on doit d'abord savoir si vraiment c'est un touriste. C'est un touriste, on lui dit non, ici, la porte n'était pas ouverte. Donc, Dieu nous a donné cette possibilité de détecter les entrepreneurs, les gens, parce que l'école, quand on l'a ici, il y a aussi les gens qui sont dans les besoins. Les chrétiens, on l'a vu, il y a 6 ans maintenant que nous enseignons au sein de Joseph Business School. Nous avons vu des chrétiens qui ont vraiment les besoins, demi-mélange, faire la fusion entre la parole de Dieu et les affaires. Je suis le Saint d'Israël, je suis ton rédempteur, je suis celui qui t'apprend comment il faut faire profit et guider tes pas sur les chemins où tu dois marcher. Donc là, on voit Dieu avec la dimension d'homme d'affaires, qui te donne un talent et il vient après pour dire, mais qu'est-ce que tu as fait des talents que je t'ai donné? Il fallait les fructifier, mettre ça à la banque pour que j'ai des intérêts. Et non enfoncer les talents dans les sous-sols parce que j'ai besoin d'intérêt, je suis un Dieu d'intérêt. Donc à un moment, on doit comprendre Dieu dans ces différentes dimensions. Donc la dimension que l'école aborde ici, c'est une dimension purement entrepreneuriale, où il y a les hommes et les femmes
qui doivent avoir, qui travaillent pour développer leur business. Et aussi, il y a des églises quelque part qui ont des missions, des projets d'argent, qui prient, qui demandent au Seigneur, touche la personne, peu importe là où elle est, si elle peut venir donner des fonds pour le projet de nos églises ou pour construire les églises. Donc quelque part, on ne fait pas appel aux gens qui sont au chômage ou au CPS, on fait appel au moins aux gens qui ont l'argent. Ceux qui ont l'argent, ce sont les entrepreneurs là, qui ont développé le business que Dieu va toucher pour dire, mais il y a quelque part un endroit où tu dois investir. Et c'est comme ça que le corps du Christ avance. Dieu ne va pas faire descendre l'enveloppe d'argent comme ça. Non, il a déjà équipé les hommes et les femmes qui ont ce cœur-là pour faire le business God's way. Donc c'est la raison pour laquelle l'école organise ce genre de programme, bien entendu, le Web Channel TV basé sur le business, les opérations bancaires, les investissements, le développement durable, tout ça, pour rendre les chrétiens réels. On ne veut pas seulement un chrétien qui dit Amen, Alléluia, Amen. La vie n'est pas toujours Amen, Alléluia. La vie, à un moment, il faut travailler comme Isaac. Isaac, c'est le fils de la promesse. Il a dû creuser, il a dû s'aimer, et puis il a été même aussi attaqué par les Philistins. Et à la fin, il est entré dans les Rehoboth. Donc, ici à l'école, on est en train d'équiper les chrétiens qui ont la paix dans les affaires à vraiment travailler l'œuvre de Dieu, la partie entrepreneuriale, les talents qu'ils ont, les dons qu'ils ont pour pouvoir avancer l'œuvre de Dieu. Donc, c'est pour cela que nous organisons ce genre de programme. On fait appel aux chrétiens d'abord qui ont déjà une longue expérience sur le marché d'affaires, qui viennent aussi équiper les jeunes entrepreneurs chrétiens, et sauveguider la personne qui pourra saisir les informations, il pourra aussi développer et puis devenir, voilà, ces chrétiens-là qui pourra aussi construire ou avancer l'œuvre de Dieu. Donc prochainement, je pense qu'il y aura, comme je l'ai annoncé aujourd'hui, il y aura aussi une intervention de Noël Paré sur le développement durable et le fonctionnement des entreprises pour permettre aux chrétiens, hommes et femmes d'affaires qui ont aussi des visées en Afrique, pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir aller aussi développer, parce que l'Afrique a beaucoup d'opportunités. Apparemment, on dit qu'en Europe, que presque toutes les opportunités n'existent presque pas en Europe. Beaucoup de gens maintenant descendent vers le sud pour pouvoir maintenant développer le business. Donc, on va appeler notre experte pour pouvoir aussi équiper les entrepreneurs chrétiens et vraiment la personne qui va saisir les infos et qui va avoir cette innovation et pourquoi pas l'équiper pour aller en Afrique, comme on l'a fait déjà avec certaines plateformes qu'on a créées qui sont déjà opérationnelles en Afrique. Voilà, donc c'est ça en fait la mission que nous avons, c'est informer et former. Pourquoi? Parce que faute de connaissances, mon peuple périt. Voilà un peu la raison pour laquelle on organise ce genre de conférences, d'interaction pour réveiller les chrétiens qui ne dorment pas. Parce que le maître va revenir, vous frapper à la porte, dire mais qu'est-ce que tu as fait des talents? Ah, si, il est déjà informé, il devait maintenant fructifier les talents pour présenter au maître, voilà ce que j'ai gagné comme intérêt. Et comme ça, il va avoir autant de villes à diriger, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Voilà, chers auditeurs, nous arrivons donc à la fin de notre émission. Donc, vous l'avez compris, à la Joseph Business School, vous êtes informés et formés pour pouvoir donc réaliser vos projets entrepreneuriaux, cela avec des compétences dans le domaine de l'entreprise et aussi avec une base biblique qui va vous permettre de réaliser, de concrétiser tous vos projets d'entreprise ou de performer dans vos projets d'entreprise. Je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine émission. Merci.